La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Bonsoir Dakar, bonsoir Ouagadougou, bonsoir Bamako, bonsoir Lomé, bonsoir à toute l'Afrique et bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique et sur Radio Avou l'été, la voix de la résistance africaine. Au Sénégal, la semaine dernière a été très mouvementée avec des manifestations émaillées de violence. Une personne est morte en Casamance, dans le sud du Sénégal, lors des affrontements entre les forces de l'ordre et des partisans de l'opposant Ousmane Sonko. Pas d'obstacle constitutionnel à un troisième mandat, dit Macky Sall. Le Sénégal face à un virus du troisième mandat. Macky Sall cherche-t-il par tous les moyens à éliminer Ousmane Sonko pour se présenter et se maintenir à la présidence en 2024? Nous en parlons dans quelques instants avec nos invités en ligne depuis la Belgique et le Sénégal. Merci de nous être fidèles sur le 3xcanalk.ch et sur Radio Avou l'été. Quel est Kétadien? La zone franc et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. Le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeants africains de la zone franc CFA, pour la souveraineté de nos États, ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc. Ensemble et solidaires, nous y parviendrons. Est un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde. Radio Avou l'été, l'esprit patriotique. www.canalk.ch, www.radioavoulété.com. Nous accueillons depuis Dakar au Sénégal Gaël Babacar Mbaye. Bonsoir. Oui, bonsoir. Gaël Babacar Mbaye, vous êtes jeune entrepreneur socialiste qui est au service des communications, notamment celles qui sont défavorisées et oubliées par le système. Bref, celles qui sont victimes d'injustice sociale. Vous êtes aussi membre du réseau appelé Citoyens Actifs pour la Justice Sociale, CAJUST, membre de l'association des juristes sénégalaises AGS Africa Jom Center. On accueille dans cette émission du jour depuis la Belgique Alphonse Dieling Didiou. Bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Alphonse Dieling Didiou est ingénieur consultant IT, militant PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Il est également responsable communication PASTEF Belgique et Luxembourg. Puisqu'il s'agit du Sénégal, rapidement, vous êtes partisan ou bien un militant du PASTEF. Alors, au Sénégal, la semaine dernière a été très mouvementée avec des manifestations émaillées de violence. Une personne est morte en Casamance, dans le sud du Sénégal, lors
des affrontements entre les forces de l'ordre et des partisans de l'opposant Ousmane Sonko. Alors, Alphonse Didiou, Sonko dénonce une tentative d'assassinat sur sa personne après avoir passé quelques jours à l'hôpital puisqu'il a respiré du gaz lacrymogène envoyé par les forces de l'ordre lors de son transfert vers le tribunal de Dakar. Il écrit sur sa page Facebook, je cite, depuis que les forces de l'ordre de défense de sécurité m'ont déposé chez moi à Dakar, je suis sujet à de terribles vertiges. Je souffre de douleurs au bas-ventre et j'éprouve des difficultés respiratoires. Alors, Alphonse Didiou, vous êtes militant de PASTEF. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre leader? Comment va-t-il? Oui, merci beaucoup pour l'invitation d'abord. Les nouvelles que nous avons de notre leader sont ceux qui sont publiés régulièrement sur sa page Facebook et d'autres informations que nous collectons à travers les réseaux de notre parti. Le président Ousmane Sonko récupère tout doucement. Nous ne pouvons pas dire à ce stade-ci qu'il va bien, vu que nous ignorons la nature de la substance qu'on lui a fait inhaler, qu'on lui a pompé. Vous parliez tout à l'heure de gaz lacrymogène. À l'heure actuelle, des analyses sont en cours, des prélèvements ont été faits pour analyse, car nous ignorons au stade où je vous parle du contenu de cette substance. On peut faire plusieurs hypothèses, mais compte tenu de ce que nous a habitué l'État du Sénégal, à l'occurrence Macky Sall et son régime, on est en droit de se poser des questions sur la nature de cette substance. Donc, pour répondre à votre question, le président Ousmane Sonko récupère tout doucement, mais nous sommes préoccupés jusqu'à l'heure actuelle de son état de santé, des conséquences de la brutalisation dont il a fait l'objet le 16 mars dernier. D'accord. Alors, on m'a retrouvé depuis Dakar au Sénégal, Gaël Babacar Mbaye. Vous êtes de la société civile, je viens de le dire tantôt en début de cette émission. Alors, comment analysez-vous, Gaël, la mobilisation populaire, surtout de la jeunesse sénégalaise à chaque jour d'audience concernant Ousmane Sonko? On rappelle qu'il est maire de Ziguinchor, capitale de la Casamance, située à plus de 450 km de Dakar. Pourtant, à chaque audience à Dakar, il est accompagné par une foule immense. Gaël Babacar Mbaye, comment l'expliquez-vous? Alors, merci beaucoup. Tout d'abord, je pense qu'il serait bien de rendre hommage à tous ces martyrs qui ont perdu la vie en luttant, en combattant pour des principes démocratiques, en combattant pour des principes liés à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation, plutôt tout simplement à une démocratie pure et dure. Aujourd'hui, le Sénégal, comparé à d'autres pays de la sous-région, est quand même un pays très respecté et a toujours été acclamé en termes de démocratie. Mais aujourd'hui, en termes de pratique, est-ce que nous avons atteint nos objectifs par rapport à ces principes démocratiques qui pratiquement sous-tendent nos textes les plus fondamentaux? Aujourd'hui, cette jeunesse, vous l'avez cité dès le début de votre propos, c'est une jeunesse qui aujourd'hui est frustrée. C'est une jeunesse qui aujourd'hui se retrouve dans le discours d'un leader, notamment le président Ousmane Sonko, leader du PASTEF et actuellement leader de l'opposition. Il faut l'admettre, c'est une jeunesse qui aujourd'hui est catalyseur de frustration. C'est une jeunesse qui aujourd'hui a subi d'une forme ou d'une autre plusieurs violences. Quand on parle de violences venant peut-être de ces jeunes, je leur dis, mais attention, cette jeunesse subit tous les jours des violences. Maintenant, il faut mettre sur une balance les violences liées peut-être à la restriction de l'espace civique, les violences liées à cette amputation de nos droits et libertés fondamentales, notamment la démocratie, ces violences liées en termes d'accès aux services sociaux de base. C'est une jeunesse qui aujourd'hui, au-delà des questions de l'emploi et de l'insertion socio-économique, font face à des maux liés un peu à l'accès à l'éducation, à l'accès à la santé, à l'accès à l'eau. Et donc, c'est des gens qui sont frustrés et qui se retrouvent dans le discours d'un leader, notamment le président Ousmane Sonko, qui est de leur génération, il faut l'admettre. Mais aujourd'hui, je pense que
il appartient à l'État du Sénégal d'adopter une autre démarche. Et tout ceci, moi je le dis très souvent, est en parfaite corrélation avec la fameuse question du troisième mandat. Je le dis parce que si aujourd'hui le chef de l'État avait réglé cette question, cette épineuse question du troisième mandat, je suis sûre qu'aujourd'hui il y aurait beaucoup de défis auxquels nous serions confrontés. Et il en est de même aujourd'hui par rapport aux liés à la gouvernance de nos deniers publics. C'est des gens, la main sur le cœur, que le mandat de 2019 serait son second et dernier mandat. Aujourd'hui, nous avions, avec beaucoup d'espoir, je l'ai dit tout de suite, combattu aujourd'hui ce troisième mandat contre le président Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, nous revoilà à devoir remettre aujourd'hui sur la table cette fameuse question, cette épineuse question du troisième mandat. Je pense que le président Macky Sall lui-même n'a pas été traité de cette façon quand il était dans l'opposition et qu'il fallait aujourd'hui combattre le troisième mandat. Les personnes qui l'entourent aujourd'hui ont été pratiquement au devant de la scène quand il s'agissait de combattre le troisième mandat. C'est des gens qui se sont agrippés aux grilles de l'Assemblée nationale pour lutter contre ce ticket présidentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour tenter de mieux faire, pour revenir aujourd'hui, pour revenir à la raison. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question qui, d'une forme ou d'une autre, nous pousse à voir nos jeunes injustement embastillés. On voit des candidats à l'élection présidentielle qui sont éliminés. On a l'impression d'être dans une course. Et puis voilà, est-ce qu'on choisit ces candidats? Parce que pratiquement, cette question du troisième mandat nous pousse à mettre deux choses. Donc, c'est deux crimes en même temps. C'est le fait de vouloir briguer un troisième mandat, mais pas que, c'est aussi de choisir les autres candidats. Est-ce que le président Ousmane Sonko sera candidat aux élections présidentielles? Voilà, on doute toujours de la situation de l'ancien maire de Dakar, M. Khalifa Ababacar Sall. On doute également de la situation de Karim Wade, et je pense qu'aujourd'hui la personne de Ousmane Sonko ne devrait pas être le troisième agneau du sacrifice, et je pense qu'aujourd'hui c'est ce que cette jeunesse a compris. La jeunesse a compris que si elle ne lutte pas, elle ne gagnera pas, et c'est la raison pour laquelle quand même il y a cet engouement, il y a cette passion, il y a cette détermination aujourd'hui à faire respecter les principes démocratiques au Sénégal. Tout à fait. En tout cas, on va relancer maintenant Alphonse Dialeng Didiou, qui est militant de PASTEF. Alors, la question sur le troisième mandat, justement, inquiète beaucoup d'Africains et surtout des Sénégalais. La Constitution, après la révision de 2016, prévoit que la durée du mandat présidentiel est de 5 ans et non plus 7 ans. Il est écrit blanc sur noir que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Alors, dans un entretien accordé au magazine français, Macky Sall affirme que quand le Conseil constitutionnel avait été consulté avant la révision, ce dernier avait estimé que son premier mandat était hors de portée de la réforme. Alors justement, Alphonse Dialeng Didiou, est-ce que Macky Sall est en train de faire de l'appareil judiciaire sénégalais un frein à la prospérité de la dynamique d'Ousmane Sonko? Très clairement, il n'y a pas de débat sur la légalité ou pas d'avoir un troisième mandat, car cette question a été définitivement réglée. Et les mots que j'utilise, ce sont les mêmes mots que Macky Sall lui-même en 2017 a utilisés pour dire que cette question de troisième mandat est réglée par le référendum de 2016. Il a même ajouté que ce n'est même pas la question du nombre de mandats qui a été réglée, vu que celle-là, elle a été réglée depuis longtemps, mais c'est plus la question de la durée du mandat. Et Macky Sall, en disant cela devant les journalistes de l'Express, c'est juste qu'il ne les respecte pas, qu'il insulte leur intelligence, car lui-même, il sait que le Conseil constitutionnel s'est prononcé uniquement sur la durée du mandat qu'il a voulu, qu'il s'était engagé à réduire à 5 ans. Il a été élu pour 7 ans et il s'était engagé devant le peuple sénégalais qu'il ne ferait que 5 ans. Et c'est cette question-là qui a été soumise au Conseil constitutionnel qui a déclaré que qu'il a été élu pour 7 ans et qu'il devait terminer son mandat de 7 ans. Il n'a nullement été question de nombre de mandats. Lui-même le sait, lui-même l'a répété à plusieurs reprises.
Son ministre de la Justice l'a répété à plusieurs reprises. Son ministre de la Communication l'a répété à plusieurs reprises. Donc, venir aujourd'hui essayer de jeter le flou, de faire de l'amalgame, ça ne relève que de la petitesse, de la petite politique, et ça ne grandit pas un homme d'État, quelqu'un qui a assumé des hautes fonctions d'État comme Macky Sall. Très clairement, arrêtons de donner du crédit à des gens qui n'ont que pour seule ambition de se maintenir au pouvoir, car ils savent très bien que toutes les malversations qu'ils ont fait, tous les détournements de biens publics qu'ils ont commis ou que leur entourage a commis ne restera pas impuni, et ils cherchent par tous les moyens à faire la politique de la terre brûlée qui consiste à « après moi c'est le déluge ». Je ne laisserai pas, je ferai que ce pays soit ingouvernable, en tout cas que si je ne suis plus là, que rien ne fonctionne dans ce pays, histoire qu'on puisse me réhabiliter. C'est tout simplement ça. Et je pense que le ridicule ne tue pas dans la logique de Macky Sall. Alors, on va relancer maintenant Gaël Babacar Mbaye depuis Dakar au Sénégal. Vous qui êtes très proche de la population africaine, notamment sénégalaise, des Africains se posent cette question, surtout des Sénégalais aussi. À quoi joue le président Macky Sall? Il nous en souvient le sort qu'avait connu Abdoulaye Wade quand il complotait pour s'éterniser au pouvoir. C'est justement la vigilance et l'engagement de la jeunesse sénégalaise contre cette entreprise qui ont permis l'arrivée de Macky Sall à la présidence. Alors pourquoi a-t-on maintenant l'impression qu'une fois arrivé au pouvoir, les ex-opposants, notamment Macky Sall aussi, il y a des opposants inconditionnels de la dictature, se révèlent des pires et piètres promoteurs et défenseurs de l'ordre ancien? On n'arrive pas à comprendre. Gaël Babacar Mbaye. Alors oui, à mon avis, cette question aujourd'hui, ni le droit, ni la morale n'autorise aujourd'hui nos gouvernants à briguer un troisième mandat, dans la mesure où ça a été une source d'instabilité dans les pays voisins. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le point auquel il ne faudrait absolument pas toucher. Et je pense qu'aujourd'hui, aller dans cette dynamique mettrait ce pays en escalade en termes de violence. La violence ira crescendo parce que c'est des jeunes aujourd'hui. Au-delà même de la question du troisième mandat, ils ont leur œil braqué sur aujourd'hui cette fameuse question. Aujourd'hui, dernièrement, on se souvient du rapport de la Cour des comptes qui révèle aujourd'hui ces mots aujourd'hui, qui révèlent aujourd'hui les carences en termes de gouvernance de nos deniers publics, qui révèlent en quelque sorte qu'aujourd'hui, il nous reste beaucoup à faire, qu'il y a des tares en termes de transparence et de redevabilité. Et je pense que ces deux principes qui doivent gouverner la gestion de nos revenus, et c'est pratiquement le noyau même de la gouvernance. Et la gouvernance, aujourd'hui, c'est ce qui fonde même aujourd'hui une république, c'est ce qui forme aujourd'hui un État dans sa globalité. Et je pense qu'aujourd'hui, cette envie peut-être de servir sa nation, d'aller à la conquête du pouvoir aujourd'hui, il doit y avoir aussi certains outils avec lesquels il faudrait aller dans ce sens. Parce que autant nous avons combattu le troisième mandat avec le président Macky Sall et que nous sommes revenus aujourd'hui à cette même question, autant aujourd'hui nous avons mené le combat, et c'est ce qu'il avait dit quand il prenait les rênes de ce pays, en disant qu'il prônerait pour une gouvernance sobre et vertueuse. Donc, et nous aussi, en tant que Sénégalais, nous avons tous aujourd'hui adhéré à cette politique, à cette stratégie du président Macky Sall. Mais si aujourd'hui, après l'accès au pouvoir, les choses changent, voilà, un grand écrivain disait qu'aujourd'hui, un président, un individu qui n'est pas encore élu et un individu qui est élu en tant que chef de l'État, il y a un grand décalage. Cette question, autant elle se pose avec l'actuel président Macky Sall, autant elle pourrait se poser aussi avec le président Ousmane Sonko. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas repenser aujourd'hui ces transitions démocratiques? Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser aujourd'hui
le type de Sénégalais que nous voulons à la tête du pays. Et je pense qu'aujourd'hui, un seul programme ou une simple ambition d'aller à la conquête du pouvoir ne peut pas régler ce problème. Je pense qu'aujourd'hui, des instruments juridiques assez solides, une constitution bien solide, bien rédigée, qui ne pousse pas aujourd'hui à plusieurs interprétations, pourrait régler beaucoup de problèmes. Avoir aujourd'hui une transparence, une indépendance de la justice, tout ceci sont des mécanismes qui peuvent aujourd'hui contraindre un chef de l'État, que ce soit Ousmane Sonko, Khalifa Sall ou Macky Sall, la personne importe peu, mais que l'on ait des institutions fortes, que l'on ait des instruments juridiques forts et solides, que pratiquement auquel tout le monde pourrait se fier. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait aujourd'hui la pertinence même de tous ces principes qui doivent sous-tendre un État. Pas la question des individus, mais beaucoup plus sur nos institutions, beaucoup plus sur nos organes de contrôle, beaucoup plus sur nos organes de régulation, beaucoup plus sur nos institutions, l'administration même. Et je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à surmonter ces défis qui encadrent aujourd'hui la gouvernance de nos réunions publiques, qui encadrerait aujourd'hui cette justice, parce qu'aujourd'hui, avoir un parquet qui loge sous le coude aujourd'hui d'un ministère de la Justice, voilà, il y a un problème. Et je pense que la question de Montesquieu revient par rapport aux différents pouvoirs qui existent, le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Comment aujourd'hui arriver à un dispatching transparent de ces trois pouvoirs. Je pense que c'est les instruments juridiques. Alors, Gaël Babakam Baye, une dernière question pour vous libérer en ligne. Depuis Dakar au Sénégal, je l'ai dit tantôt, vous êtes très proche de la population sénégalaise. Alors, dans cette affaire du troisième mandat, il se sûr que la main cachée de la France-Afrique serait derrière l'acharnement politico-judiciaire dont fait l'objet le jeune leader sénégalais Ousmane Sonko. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que ce sentiment anti-français qui est en train quand même de naître dans la plupart des pays africains, comment vit le Sénégalais sur cette question? Alors, personnellement, je ne suis pas de ce courant et je considère que nous sommes dans un pays, dans une mondialisation, nous sommes dans un village planétaire et que autant les pays du Sud ont besoin des pays de là-haut, autant aussi nous avons besoin d'eux et puis vice-versa. Que ce soit au plan économique, que ce soit au plan politique. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le développement des technologies d'information et de la communication, il faudrait prendre en compte aujourd'hui que nous sommes dans un village planétaire et qu'aujourd'hui, l'être humain a besoin de son voisin dans ce village et que je ne suis pas de ce courant anti-France, très honnêtement. Peut-être renégocier les contrats, et ça c'est bien possible, renégocier les contrats et ceci en termes d'infrastructure et tout ça, parce que oui, le terre peut être une parfaite illustration par rapport à cette question. Mais oui, je comprends votre question, parce qu'il faut le dire, à chaque fois que les jeunes se lèvent pour lutter, parfois les principales cibles, c'est les entreprises françaises. C'est Total qui est détruit, c'est les supermarchés Auchan, c'est Carrefour. Voilà, tout ce qui est français, pratiquement, ils considèrent que c'est leur principale cible. Et pourtant, dans ces entreprises financières, dans ces entreprises françaises, entre guillemets, je veux dire, que ça soit Auchan ou Total, mais c'est des Sénégalais qui travaillent dans ces organisations. C'est des Sénégalais qui sont dans ces entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pratiquement lutter contre sa propre personne quand on veut lutter contre l'autre, parce que comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un village planétaire et il faudrait juste redéfinir peut-être notre collaboration, redéfinir peut-être les relations que nous avons avec la France et les autres pays. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, merci beaucoup, Gaël Babakam Baye. Je rappelle que vous êtes jeune entrepreneur social qui est au service des communautés, notamment celles qui sont défavorisées, oubliées par le système, justement le système qui sévit actuellement au Sénégal. Alors, bref, vous êtes aussi membre d'un réseau appelé Citoyens Actifs pour la Justice Sociale, CAJUST.
et membre de l'association des juristes sénégalais AGS Africa Jom Center. Gaël Babacar Mbaye, merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Dakar au Sénégal. C'est moi qui vous bonsoir. remercie. À très bientôt. À très bientôt, Gaël. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. Et on continue avec Alphonse Dialing Didiou. Vous avez suivi tout à l'heure Gaël Babacar Mbaye, qui malheureusement n'est plus avec nous dans cette émission puisqu'elle est très chargée. Et justement sur la question de ce sentiment anti-français qui émerge maintenant dans beaucoup de pays africains. Comme je l'ai dit, je suis sûr que dans tout ce qui se passe avec l'opposant charismatique, le jeune opposant charismatique Ousmane Sonko, c'est justement le système France-Afrique qui est derrière cela. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, je pense que évoquer le système France-Afrique dans cette situation précise servirait à atténuer d'une certaine façon la responsabilité de Macky Sall dans cette histoire. Nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'il y a des forces économiques, des forces sociales au Sénégal qui ont intérêt à ce que le président Macky Sall continue pour servir leurs intérêts. Ces forces sont locales, donc nationales, et elles sont aussi internationales. Nous en sommes très conscients, mais ne dédouanons pas si facilement la responsabilité, je dirais l'irresponsabilité de Macky Sall à vouloir briguer un troisième mandat, parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose qui est clair comme de l'eau de roche, il n'a pas le droit de le faire, et je ne pense pas qu'on lui torde la main, justement pour qu'il le fasse. Je pense que son entourage a pris peur, vu que lui-même et son régime ont reconnu à maintes reprises que cette question est réglée depuis longtemps. Mais face aux malversations qu'ils ont fait et face à la détermination du président Ousmane Sonko à défendre les valeurs de bonne gouvernance et à dénoncer tout ce qui se fait toute la gabegie financière, tout le détournement de deniers publics, il est en tout cas en première ligne chaque fois qu'il s'agit de dénoncer cela. Et on sait à travers son parcours, on sait à travers son discours, on sait à travers les positions qu'il a dû prendre pendant sa carrière au sein de l'administration sénégalaise, que c'est quelqu'un qui ne badine pas sur les règles de bonne gouvernance. Et donc, c'est panique à bord du bateau Macky Sall. Et ils essaient de s'accrocher par tous les moyens au pouvoir. Nous ne nions pas la réalité de la France-Afrique, mais nous combattons un régime en place qui a des soutiens internes comme externes, et nous ne voulons pas le dédouaner en incriminant uniquement une certaine manipulation extérieure. D'accord. Alors Alphonse Didiou et Dialing, que répondez-vous également à certains leaders d'opinion, même des politiques qui soutiennent que Ousmane Sonko est en train de tenir des discours populistes par rapport à toutes ces mobilisations derrière lui ces temps-ci au Sénégal? Si dénoncer la malgouvernance, si dénoncer les détournements de biens publics, si dénoncer l'instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes, c'est ça être populiste, je pense que nous assumons pleinement notre position. Mais Ousmane Sonko l'a répété, un homme politique, c'est un discours, mais pas seulement, c'est aussi un parcours. Et je pense que quand on regarde le parcours d'Ousmane Sonko, quand on regarde sa vie, quand on regarde sa conscience dans la défense des valeurs de bonne gouvernance, de transparence, on ne peut pas l'accuser d'un certain populisme. Et je pense que la jeunesse sénégalaise d'aujourd'hui est très bien informée et très bien lucide, et on ne peut pas la manipuler comme on essaie de nous faire croire. Je pense que le discours d'Ousmane Sonko, son parcours, résonne
dans la tête de cette jeunesse-là, qui a très bien compris que pour s'en sortir, il faut un minimum d'éthique, il faut un minimum de valeur dans la gestion des biens publics pour que le peu de moyens qu'on a reste au service de cette jeunesse-là, de cette population, mais que ce peu de moyens qu'on a ne puisse pas être cannibalisé par une minorité d'élite qui se défend et qui se couvre entre elles. Et je pense que c'est ce qui fait la popularité du président Ousmane Sonko, qui ne fait que s'accroître tous les jours des milliers de personnes qui n'étaient pas convaincues, mais qui ont pris le temps d'écouter le président Ousmane Sonko et le projet qu'il veut pour le Sénégal, adhèrent à ce projet-là et ce parti-là est devenu incontournable aujourd'hui dans la scène politique sénégalaise. Alors, cette question de troisième mandat de Macky Sall est un problème très épineux au Sénégal comme en Afrique de l'Ouest surtout. Hein? Alors, pour vous, vous êtes très loin du Sénégal, mais vous êtes aussi très proche de ce combat qui se mène en Afrique, et notamment au Sénégal. Est-ce que vous voyez le risque si Macky Sall maintient toujours, ou bien il n'est pas, jusque-là, il n'est pas encore clair sur sa candidature, mais quel est le risque selon vous s'il maintient sa candidature pour un troisième mandat au Sénégal? Le risque d'abord, c'est un risque d'implosion, d'embrasement du Sénégal, car les Sénégalais ne l'accepteront pas, que ce soit très clair. Ils se sont battus contre cette troisième candidature d'Abdoulaye Wade, il y a très longtemps, donc c'est pas aujourd'hui qu'ils vont l'accepter, et ça coûtera ce que ça coûtera, mais nous ne l'accepterons pas. Ça, c'est une première chose. Donc, tous ceux qui ont des intérêts au Sénégal, que ce soit des intérêts économiques ou autres, et tous ceux qui sont tout simplement des démocrates, qui veulent qui défendent la démocratie, doivent s'intéresser à ce qui se passe au Sénégal et tout faire pour éviter que Macky Sall ait un troisième mandat, car ce serait mettre le pays dans un risque d'embrasement, j'allais même dire un risque de guerre civile. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que du point de vue de ce que ça peut symboliser pour d'autres combats panafricains, ça serait vraiment fâcheux qu'encore une fois, après Abdoulaye Wade, après Alassane Ouattara et d'autres, que le Sénégal, qui est considéré, à tort ou à raison, comme une vitrine de la démocratie, sombre dans cette tentative de s'éterniser au pouvoir. Je pense que le combat que tous les jeunes panafricains, tous les jeunes africains essayent de mener aujourd'hui en prendrait un coup, mais ça ne fera que renforcer la détermination de la jeunesse à balayer des cercles du pouvoir une certaine catégorie de leaders qui n'ont de cesse que d'humilier le continent, d'humilier la jeunesse africaine. Et donc je vois pour répondre à votre question deux conséquences, une au niveau purement sénégalo-sénégalaise et l'autre au niveau africain, au niveau panafricain par rapport au combat que cette jeunesse est en train de mener actuellement. D'accord. Alphonse Dialeng, une dernière question en guise de conclusion dans cet entretien, bien dans cette émission panafricaine justement. Les femmes, les hommes politiques africains de la jeune génération s'orientent davantage vers des convergences ou regroupements sous-régionaux ou continentaux. On peut citer le cas d'Adama Coulibaly avec sa formation politique APP Boukidi au Burkina Faso. Et même le président Koudjou Gbagbo est dans cette vision avec son nouveau parti PPACI qui se veut un parti panafricain. Les organisations de la société civile africaine ne sont pas du reste également. On peut citer les synergies du type Tournons la page, dont le professeur David Ekoué-Doucet, le Togolais, est un des leaders. Alors,
le salut, la renaissance de l'Afrique ne passera pas que par cette vision intégrationniste de la lutte selon vous, pour conclure cette émission? Oui, selon moi, il n'y a aucun pays qui peut s'en sortir tout seul en Afrique. On évoque souvent la balkanisation de l'Afrique. On a des États qui sont très faibles et qui sont, du point de vue géographique, très limités en termes de superficie et de population. Et je pense que le salut, et beaucoup de gens le comprennent de plus en plus, le salut de l'Afrique passera forcément par une intégration politique, une intégration économique. Sinon, nous serons que des petits pays à la merci de l'influence des grands pays ou des grands ensembles mondiaux. Et je voudrais souligner ici que le PASTEF, comme vous l'avez dit en tout début d'émission, que c'est le parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Et la dimension africaine est très importante pour nous, car nous sommes conscients que c'est ensemble que nous pouvons nous en sortir. Voilà. Pour répondre à votre question, le PASTEF est un parti sénégalais certes, mais dans son idéologie accorde une place importante, une très grande place à l'intégration politique et économique sous-régionale. En tout cas, merci beaucoup Alphonse Dialeng Didiou. Vous êtes ingénieur consultant IT, militant PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Vous êtes aussi responsable communication PASTEF Belgique et Luxembourg. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission panafricaine et bonsoir. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Komodi fenile uhelele fenile libo papa watware twini basa uhelele sitimela sibatse mafele tijohane uhelele basimani basitsana bachabile Soweto uhelele masiyali basad baseti balibangwe uhelele matata